parie que vous allez aimer l'économie. Bonjour Anthony Benhamou. Bonjour Adrien. Bonjour, c'est vous qui avez écrit ce livre. Vous êtes maître de conférences à Sciences Po en économie. Vous intervenez aussi auprès de dirigeants d'entreprises et vous intervenez auprès d'organisations professionnelles. Alors ce sont vos élèves à Sciences Po qui ont, sur plusieurs promotions, qui ont rédigé la préface de ce livre. Ils sont extrêmement enthousiastes. À qui s'adresse ce livre en fait? Aux gens qui connaissent déjà, aux gens qui sont en formation supérieure? C'est un livre qui s'adresse à toutes les personnes qui s'intéressent à l'économie, de près ou de loin, en lisant la presse, en feuilletant des magazines spécialisés. Ça s'adresse également aux étudiants, ça s'adresse aussi aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs qui veulent comprendre un petit peu mieux les ressorts de l'économie. Et ce que vous disiez, c'est un livre où on aborde beaucoup de sujets, des sujets très sérieux, mais on essaye de le faire à chaque fois sans se prendre au sérieux. C'est un petit peu le fil rouge de ce bouquin et une façon de l'illustrer. Alors, d'abord, c'est la couverture du bouquin. La préface, j'aurais pu faire une préface à une personne connue et reconnue dans le milieu, mais je trouve ça plus sympathique de la faire par des étudiants. Également des graphiques, des croquis qui ont été réalisés par mon épouse, et puis un tas d'anecdotes assez croustillantes sur l'histoire économique. C'est effectivement bourré de connaissances et en même temps assez vraiment lisible, assez centré sur son propos, et on comprend très bien où vous voulez en venir. On apprend énormément de choses. Alors, notamment, par exemple, je prends un exemple parmi d'autres, Alan Greenspan, ancien patron de la Fed, disait cette plaisanterie qu'on connaît tous: si vous avez compris ce que je viens de dire, c'est que je me suis mal exprimé. Et alors on disait, tiens, il rit de lui-même, il rit du côté du fait qu'il est incompréhensible. Et en fait, vous expliquez pas du tout. En réalité, le fait d'être incompréhensible, c'est non seulement volontaire, mais c'est volontaire parce que c'est prouvé par des travaux académiques que c'est plus efficace pour un président de banque centrale. Ça, je ne savais pas. Ça vient d'où, en fait? Il y a des travaux effectivement académiques qui ont été menés dans les années 70 qui montrent que quand la politique monétaire n'est pas anticipée par les agents économiques, elle a un impact plus fort sur ce qu'on appelle les variables réelles de l'économie, à savoir le PIB et le taux de chômage. Donc c'est de là que ça vient, le fait d'avoir ce discours un petit peu codé pour ne surtout pas que la politique monétaire soit anticipée. Ce qu'il y a d'assez amusant, c'est que dans le temps, en fait, cette doctrine du langage codé du banquier central a eu tendance à évoluer, et avec la crise de 2008, la Banque centrale américaine a un petit peu changé son fusil d'épaule, voire totalement en réalité, sur le sujet, en adoptant ce qu'on appelle la forward guidance. La forward guidance, c'est en mauvais français, le guidage par les anticipations, où le banquier central décide maintenant de dire clairement au marché, aux agents économiques, quelle sera la politique monétaire à moyen terme, ce qui permet ensuite aux agents de prendre des décisions de manière pérenne grâce à une meilleure visibilité et pouvoir donc investir sur tel ou tel projet, consommer sur tel ou tel bien. Donc c'est vraiment une façon de donner de la visibilité. C'était très important parce que l'économie américaine était au bord de ce qu'on appelle la trappe à liquidité en 2008. Donc c'était très important de mettre en place ce qu'on appelle les outils non conventionnels de la politique monétaire. En revanche, il y a quand même un point à souligner qui est très intéressant, c'est que la forward guidance, ça a aussi un revers de la médaille, en quelque sorte, puisque c'est en guidant les marchés par les anticipations, vous prenez aussi le risque de vous lier les mains. Et du coup, vous ne pouvez pas changer d'un mois sur l'autre de discours, et puis vous devez être extrêmement habile, parce que chacun de vos mots doivent être pesés, pour ne pas qu'il y ait de surréaction des agents économiques. Alors on comprend mieux pourquoi la parole des banquiers centraux est aussi importante. Alors il y a un point dont on a beaucoup parlé avec la crise financière que vous développez parmi plein d'autres, c'est celui des travaux d'Eugène Fama sur l'efficience des marchés. Oui. Cette histoire de l'efficience des marchés, je ne savais pas. Eugène Fama explique en fait, lui, il a théorisé qu'il y avait parfois une efficience faible, parfois une efficience intermédiaire, parfois une efficience forte. Alors en fait, vous expliquez, on ne peut pas dire que les marchés soient efficients. Une façon de vous prouver, c'est que si les marchés étaient efficients, il n'y aurait pas de crise financière. On ne serait jamais surpris par l'éclatement de bulles spéculatives. Donc le vrai sujet, c'est pourquoi existe-t-il des bulles spéculatives ? Et une des réponses, c'est de dire que les marchés ne sont pas efficients, ce qui signifie que tous les agents économiques ne sont pas égaux face à l'information. Donc l'asymétrie d'information est une façon d'expliquer les bulles spéculatives et les crises financières. Mais ce n'est pas la seule. En réalité, vous pouvez également trouver d'autres façons d'expliquer les bulles, notamment ce qu'on appelle les comportements mimétiques. Ça a été très bien illustré dans la métaphore du concours de beauté de Keynes dans la théorie générale en 1936, où en fait, il explique que les agents économiques anticipent les anticipations des autres. Donc vous avez tout un jeu d'anticipation miroir qui crée en fait des comportements totalement irrationnels en réalité, et une déconnexion entre la valeur réelle d'une chose et puis sa valeur de marché, la valeur accordée par les marchés. Donc il y a ce point-là aussi, donc les comportements mimétiques. Et enfin, le troisième point qui est intéressant, c'est
ce qu'on appelle les biais cognitifs. Et là, vous avez tout un pan de l'économie qui s'est développé autour de ce qu'on appelle l'économie comportementale ou bien la finance comportementaliste, qui vous montre que les agents économiques n'utilisent pas toujours bien leur cerveau comme ils devraient l'utiliser. Pour faire simple, votre cerveau est composé de 2 systèmes, ce qu'on appelle le système 1 et le système 2. Le système 1 est le système automatique, donc celui qui vous permet de réciter vos tables de multiplication, quand le système 2 est votre système réflectif, celui qui vous permet par exemple, de convertir une température en degrés Celsius en Fahrenheit, par exemple. Et quand vous devez utiliser votre système 1, il peut arriver que vous utilisez votre système 2 et vice-versa. Et c'est ce qu'ont montré certains travaux sur le sujet. Certains opérateurs de marché font par exemple preuve d'une surconfiance et utilisent leur système automatique pour prendre des décisions d'achat ou de vente, tout comme Roger Federer en fait utilise son système automatique quand il joue au tennis, sauf qu'ils devraient parfois utiliser plus leur système réflectif pour bien analyser la situation avant même de se positionner en vendeur ou en acheteur sur une valeur. Et depuis les années 70, du coup, il s'est développé une étude des comportements, l'économie comportementale. C'est relié à cela, en fait. Avec, depuis les années 2000, 6 prix Nobel, alors pas forcément sur le sujet, mais en tout cas 6 prix Nobel qui ont travaillé sur le sujet à un moment donné. On va prendre un dernier sujet, mais il y en a énormément dans votre livre, celui de l'inflation. Vous partez de la citation de l'ancien patron de la Bundesbank, Karl Otto Pöll, très monétariste. L'inflation, c'est comme le dentifrice, attention, il ne faut pas le faire sortir du tube, on ne peut pas le remettre dedans. Bon, est-ce que le problème, enfin, d'ailleurs vous en parlez dans le livre, le problème aujourd'hui maintenant, c'est apparemment plutôt de faire sortir une inflation du tube parce que les chiffres ne sont pas là, l'inflation. Oui, ça a été le job de Mario Draghi pendant 8 ans à la Banque centrale qui a remué ciel et terre pour sortir l'inflation du tube du dentifrice avec des résultats assez contrastés. Il a commencé par une politique monétaire conventionnelle d'assouplissement, donc de baisse des taux, et puis ensuite il a activé les leviers non conventionnels, et qui sont d'ailleurs toujours en vigueur actuellement, avec vraiment des résultats mitigés. Alors sur l'inflation, est-ce que l'inflation a disparu? C'est une bonne question. Oui. J'ai tendance à penser qu'elle n'a pas disparu, mais plutôt que sa nature a changé du fait que nous vivons une période assez extraordinaire qui est la 4e révolution industrielle. Et donc c'est une période qui est caractérisée par des innovations majeures qui tirent les prix vers le bas ou bien les contiennent à minima, et puis une concurrence accrue dans plusieurs secteurs qui, pareil, tire les prix vers le bas. Donc l'inflation n'a pas disparu, elle change de nature parce que vous vivez une période extraordinaire. Mais le discours selon lequel l'inflation aurait disparu, à mon sens, est quand même assez embêtant. Vous avez par exemple des économistes qu'on appelle les tenants en fait, de la théorie monétaire moderne qui, je pense, n'a de moderne que le nom, qui pense Stéphanie Kelton, qui est l'auteur, voilà, c'est ça. Et puis qui conseille notamment Bernie Sanders dans la campagne américaine. Ces économistes vous disent que comme l'inflation a disparu, on peut creuser les déficits et puis augmenter l'endettement de façon indéfinie, puisque de toute façon, on les fera financer par la politique monétaire et par la monétisation de la dette. Dans l'histoire, la monétisation de la dette, ça n'a jamais amené à de bonnes choses. Et puis, il ne faut jamais oublier qu'il y a toujours quelqu'un qui paye, quand même. Il n'y a pas de repas gratuit, pour reprendre une célèbre phrase. Donc, la monétisation de la dette, non, ce n'est pas la solution. Et puis, je pense que la solution, elle est plutôt d'ouvrir le débat sur quel doit être le bon niveau d'inflation, le bon ciblage d'inflation. Et c'est un peu ce qui est fait actuellement par beaucoup de théoriciens. On a les travaux, par exemple, de Jacques Delarosière qui vous dit que la bonne cible d'inflation, c'est plutôt 1% et non pas les 2% tels qu'ils sont inscrits dans le mandat de la Banque centrale européenne. Et puis, Olivier Blanchard, il y a quelques années, qui soulignait qu'une des cibles de l'inflation, ça pourrait être plutôt 4%. Donc voilà un peu où se trouve le débat sur l'inflation. Mais je pense que dire que l'inflation a disparu, c'est y aller fort en besogne pour le coup. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous expliquer tout ça sur le plateau de Xavier Canal, présenter votre livre. Il y a énormément de choses à découvrir, donc on parie que vous allez aimer l'économie. Je renvoie à la lecture de votre ouvrage. Et un grand merci, Anthony Benamou. Merci Adrien, à bientôt.